Bonjour à toutes et à tous pour ces secondes assises du logement à Cherbourg-en-Cotentin. Je vais rapidement évidemment céder la parole au maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, qui va vous présenter la première table ronde. La journée va se dérouler avec 3 tables rondes, celle-ci autour de la situation économique du Cotentin et des besoins en emploi des différentes entreprises de notre territoire. La seconde, tout à l'heure, autour des enjeux des filières du bâtiment, que ce soit en termes de réhabilitation, en termes de programmes neufs. Donc on fasse un peu un état des lieux d'un secteur qui évolue vite, qui est celui du bâtiment et des besoins de logement. Et cet après-midi, avec un certain nombre de maires du département de la Manche, et puis nous ferons un point sur les différentes initiatives prises par les collectivités du département pour faire face à ce besoin et à ces besoins de logement. Ces assises, donc, l'année dernière, s'étaient déroulées dans un contexte où le logement prenait de plus en plus de place, puisque le titre des assises de l'année dernière était le logement, une urgence démocratique et sociale. Il nous semble qu'aujourd'hui, cette urgence démocratique et sociale est avérée. Et le titre des assises d'aujourd'hui, c'est plein emploi, plein logement. Et on va essayer de voir comment cette journée va permettre aux différents acteurs de ce champ professionnel, qui est celui de l'habitat, qui est celui du logement, de travailler ensemble pour faire face au mieux à tout un tas d'enjeux dont on va pouvoir parler dans la journée. En tout cas, la présence nombreuse de personnes ce matin montre l'intérêt fort pour ce sujet du logement. Le sénateur est là et je le remercie. Un certain nombre de maires sont là également. J'ai un peu de mal ce matin de me réveiller. Le maire de Roville-Labigo, excuse-moi, décidément, qui est aussi président et qui suit le plan local d'urbanisme intercommunal de Douve-Divette, qui a présenté son PADD lors du dernier conseil. Non, je dis une connerie en plus, parce qu'il y a Douve-Divette qui a présenté son PADD, mais c'est Cœur Cotentin. Voilà, exact. Voilà, bon, j'arrête de parler parce que je commence à dire n'importe quoi. En tout cas, je suis très content de voir que la salle est remplie. Et je cède la parole à Benoît Arrivé. Belle journée à tous. Merci. Bien, merci. Quelques mots rapides d'accueil, puisqu'on va attaquer les tables rondes et j'aurai l'occasion d'intervenir sur la première. D'abord, je voudrais saluer Ralph, saluer les services qui sont là, le sénateur, mes collègues maires, vous saluer les uns et les autres, saluer Gilbert Le Poitvin, qui est à la fois maire délégué de Tour-la-Ville, maire adjoint aux finances, mais qui est là aujourd'hui en tant que président de Presqu'île Habitat, saluer les présidences et les directions des bailleurs qui sont là, et puis un petit mot amical pour ma chef de cabinet Anaïs, qui a beaucoup travaillé sur l'organisation de ces journées avec les uns et les autres et qui est un peu souffrante. Je crois même qu'elle m'a redonné un peu sa crève. Mais je voulais je crois qu'elle n'est pas là, mais je voulais lui transmettre un petit clin d'œil. Saluer aussi le directeur général des services et quelques cadres qui sont là. Et encore une fois, vous souhaitez la bienvenue à Cherbourg-en-Cotentin et remercier nos intervenants qui vont intervenir sur les différentes tables rondes. Bon, Ralph l'a dit, la question du logement, elle est aujourd'hui... c'est l'un des préoccupations des Françaises et des Français. On aura l'occasion d'en reparler. Quand vous regardez ce que disent les sondeurs, c'est toujours intéressant. Contrairement à ce que certains nous disent, les Françaises et les Français, ils ne vous parlent pas de sécurité, d'immigration ou de ça en premier. Les 2 thèmes qui arrivent en premier sur les inquiétudes, c'est la santé, le logement. Et ça continue à s'aggraver. On sait qu'il y a aujourd'hui une crise forte. On n'a jamais si peu construit que depuis qu'Emmanuel Macron est président. Je me permets de le rappeler. Alors, ce n'est pas une posture politique, c'est un fait expliqué, analysé, en tout cas très bien expliqué par les spécialistes de la question. J'ai eu le plaisir d'aller au congrès HLM à Montpellier avec Gilbert et Martine, et puis d'autres ici y sont allés. On voit bien à quel point il y a une problématique. Problématique qui va jusqu'au dépôt de bilan d'un certain nombre d'entreprises sur ce secteur. Et j'étais moi-même étonné à Montpellier de voir des stands vides. C'est des stands qui ont été réservés par des professionnels de la construction, qui ont déposé le bilan avant la tenue du congrès. Donc il y a quand même une vraie crise, et je salue ici les professionnels de la construction qui s'exprimeront peut-être aussi tout à l'heure, mais il y a une difficulté, y compris économique, avec des gens qui perdent leur emploi sur cette question de logement.
Quand on dit logement, besoin de rénovation, besoin de construction, c'est ce qu'on essaye de faire ici à Cherbourg-en-Cotentin, construire du neuf, de la promotion privée, construire du neuf chez nos amis bailleurs, rénover. Et puis il y a un autre enjeu que je glisse ici parce que souvent on l'oublie, c'est la rénovation des îlots d'insalubrité en cœur de ville. Et même, je regarde mon ami maire de Roville-la-Bigot, il n'y a pas que dans le centre-ville, il y a aussi les bourgs ruraux qui sont touchés, avec une mode qui a tendance à se développer, c'est ce qu'on appelle les biens sans maître. C'est des biens qui sont abandonnés. Et on essaye d'en traiter quelques-uns ici à Cherbourg-en-Cotentin, ou alors des biens qui ne sont plus du tout traités par leurs propriétaires. Donc on commence en général par attaquer et procéder à des mesures de justice pour que la collectivité devienne propriétaire du bien et rénove. Mais c'est aussi une vraie question, est-ce que finalement c'est à la collectivité de faire cela? On le fait notamment pour des questions de sécurité. Mais je crois que la question mérite aussi d'être posée, mais je ne veux pas qu'on oublie dans notre réflexion cet aspect rénovation massive du parc privé. Il y en a en ville, il y en a à la campagne, et c'est aussi pour moi un vrai sujet, et c'est aussi une solution à la question bien entendu du logement. Donc la question de la réhabilitation, la question du logement abordable, j'y reviendrai tout à l'heure à la première table ronde. Et puis j'arrêterai là. Moi je voudrais simplement vous remercier pour votre présence. On a tous des agendas tendus, il y a du monde ce matin, Ralph l'a dit, ça montre un intérêt collectif et puis ça montre aussi dans le Cotentin, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, notre capacité au-delà des clivages à travailler les uns et les autres pour apporter des réponses précises aux habitants. Et cette question du logement, comme on le dit souvent, c'est l'un des sujets. La question de la vie chère qui rejoint aussi la question du logement, la question de la précarité énergétique. Et puis, je le dirai tout à l'heure, mais j'anticipe le lien avec la table ronde, un développement économique massif dans le Cotentin, qui peut être soit une chance, je le disais hier à un journaliste, soit une chance, soit quelque chose qui risque de devenir assez problématique si on ne sait pas l'anticiper et l'accompagner, mais j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, merci. Très heureux de vous accueillir à Cherbourg-en-Cotentin, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de travail, d'échange, dans la bonne humeur et de réflexion. Merci à vous. Ouais, tu restes là. On peut s'asseoir, mais ça sera plus agréable. Donc j'invite donc Benoît, Monsieur Fournier, Monsieur Rigaudio et Monsieur Valour, qui sont respectifs donc maire de Cherbourg, Monsieur Valour, directeur des ressources humaines d'Orano, Monsieur Fournier, donc géographe universitaire de Caen, et Monsieur Rigaudio, directeur régional de l'action logement-service. Comment ? Dia, c'est mieux, pardon. Dia, pardon, excusez-moi. Alors, justement, moi, je suis Mathieu Duanon. Je suis ici présent pour animer cette table ronde, et c'est avec le plaisir que je le fais. Alors, je vous demanderai une certaine forme d'indulgence, puisque ça n'est pas mon métier. Je suis président du Conseil de développement, et c'est à ce titre-là que je suis présent à cette table ronde ce matin. Tout simplement parce qu'en fait, le Conseil de développement s'est aventuré à projeter le Cotentin en 2050, et sur l'un de ces thématiques sur lesquelles le Conseil de développement a travaillé et donc a présenté ses orientations, en tout cas son travail, à l'occasion d'une réunion communautaire. Eh bien, c'est le sujet du logement, bien sûr. Et nous nous sommes aventurés à être un peu, à nous projeter sans limite, c'est-à-dire que sans se donner des contraintes liées soit financières, soit géostratégiques, soit politiques, tout simplement en se disant, et en 2050, si le logement, en tout cas l'habitat sur le territoire, est-ce qu'il pourrait... Benoît l'a évoqué dans ses propos introductifs, en évoquant aussi les maires ruraux dont je suis également. Et effectivement, on a d'une part un gros travail de rénovation, puisque la loi NOTRe nous empêche tout simplement déjà, alors contre ou pas, c'est pas le sujet, mais on ne va pas pouvoir continuer à grignoter, si vous me permettez l'expression, du terrain agricole pour bâtir. Et donc, il va falloir que, effectivement, nous réfléchissions ensemble sur comment on peut rénover et comment on peut redonner du sens au centre-bourg ou au centre-ville également. Et en l'occurrence, ce qu'on a fait, nous, au titre du Conseil de développement, c'est imaginer cet habitat collectif, intergénérationnel, avec des espaces où les gens puissent se rencontrer, échanger, pas forcément des commerces, pas forcément une dimension purement économique, mais aussi une dimension sociale et sociétale, si vous me permettez de dire ça comme ça. Et donc, c'est justement
je suis très content d'avoir Monsieur Fournier ici présent, puisqu'il va pouvoir nous parler, et je vais vous passer le micro. Benoît, si tu peux juste décaler sur la droite, puisqu'il y aura quelques slides, et merci, sur une étude et des travaux qui ont été menés sur Caen. Alors je vous rassure, il y a un certain nombre de slides, mais on va aller assez rapide parce qu'il faut quand même qu'on tienne le timing pour la table ronde suivante. Il ne faudrait pas qu'on soit en retard. Mais en tout cas, voilà, un atlas social qui vous permet de, au travers de ce qui a été fait sur ce territoire, de pouvoir à la fois comparer et puis comprendre comment on analyse un bassin de vie, et aussi bien au niveau de l'emploi, comme l'évoquait Benoît, parce que bien sûr, quand un bassin économique comme le nôtre se porte bien, c'est, comme tu l'as dit également, un avantage, mais à la fois un inconvénient, puisque eh bien, des fois, on est cet effet accordéon, si vous me permettez de dire ça comme ça, un effet accordéon entre l'offre et la demande et le besoin, c'est-à-dire que bon, voilà, il y a les employés, les salariés qui arrivent, les entreprises qui recrutent, mais on ne sait pas où les loger. Il y a aussi cette accessibilité soit au logement locatif, soit au logement accession à la propriété, en fonction des revenus aussi. Donc on se retrouve parfois, et souvent d'ailleurs, sur des situations où nos propres salariés d'entreprise qui cherchent aussi des électriciens, des chauffagistes, des plombiers, bref, et pas uniquement des cadres, parfois cette tension immobilière vient créer donc des difficultés d'accessibilité pour les salariés. Je ne vais pas en dire plus, je vais juste passer le micro à M. Fournier pour nous présenter ce qui a été fait à Caen. Eh bien, merci pour cette invitation. Donc, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis né à Saint-Lô, j'ai passé mon bac à Saint-Lô. Ensuite, je suis allé à l'université. Je suis devenu donc enseignant-chercheur en géographie et aménagement. Pendant 20 ans, j'ai travaillé sur l'Amérique latine, le Mexique, le Venezuela, le Chili. J'ai travaillé donc sur des villes de 2 millions d'habitants, sur les problèmes d'accès à l'eau et sur la question du logement également. Au Venezuela, j'ai beaucoup travaillé sur l'amélioration de l'habitat et du logement dans les bidonvilles avec des programmes des Nations Unies. J'ai également travaillé au Chili sur les programmes de logements sociaux au sud de Santiago du Chili, où le problème des gens qui n'avaient pas de logement, des sans-logements, est devenu un problème des gens avec un logement. C'est-à-dire qu'on a fait des logements sociaux de manière massive, 2 millions de logements sociaux à des endroits où il n'y avait pas de travail, pas de services, et c'était un vrai problème. Donc par rapport à un boom économique qu'il peut y avoir dans certaines régions, le boom économique peut créer un problème au niveau du logement. Et puis alors depuis plus récemment, donc depuis le Covid, donc avec des collègues de Angers, Le Mans, Nantes et Rennes, nous avons créé des atlas sociaux numériques, donc qui sont gratuits, qui sont en ligne, dans une démarche citoyenne, c'est-à-dire faire connaître des travaux universitaires auprès de décideurs, auprès d'élus, auprès de professionnels, auprès de tous les citoyens en fait, pour prendre des décisions éclairées par rapport à l'avenir du territoire. Et nous avons eu donc un prix national qui est le Cristal collectif du CNRS, donc l'année dernière, en 2023, pour ces atlas numériques. Nous avons travaillé avec des élus. Donc j'avais rencontré Hervé Morin lors du FENO il y a 2 ans, qui m'avait dit mais c'est un outil tout à fait intéressant, il faudrait le faire pour la Normandie, il y a plein de choses très, très, très utiles. On a également travaillé avec Joël Bruno, donc l'ancien maire de Caen, qui nous a proposé une exposition dans tous les quartiers, pas seulement dans le centre-ville de Caen, mais également dans tous les quartiers sociaux, pour aller... donc, notre objectif, c'était de sortir du campus, sortir des lieux de culture connus et s'approcher des personnes qui n'avaient jamais vu un atlas de leur vie et discuter avec eux. Alors, on va passer à la diapo suivante. Donc, la question... Alors, on a plus de 250 cartes, en fait. Donc, là, c'est une sélection de quelques cartes. Il faudra me couper parce que je peux être très bavard. La question des revenus. On peut cartographier, et c'est le travail d'un géographe aménageur, on peut cartographier les revenus. Et on sait très bien que ces revenus sont inégaux en France. Donc sur la carte de gauche, vous avez les déciles, le décile des populations les plus riches. Donc en rouge, plutôt en orange foncé au nord, vous avez les communes entre Caen et la mer, donc par exemple les communes de Mathieu. Et vous avez des quartiers également qui sont les quartiers riches. Donc on peut cartographier voilà, les zones aisées, les classes moyennes et les zones
où les revenus sont moins importants. Et puis la carte qui est à droite, elle est de 1985, parce qu'en fait, donc on est dans un laboratoire de recherche en géographie et aménagement qui existe depuis les années 60. Donc on a produit des milliers et des milliers de cartes en fait sur la Normandie et sur Caen. Et ce que l'on voit en fait, c'est que les communes qui étaient riches en 1985 le sont toujours en 2024. Donc il y a une reproduction des inégalités par rapport aux revenus. Naître dans telle commune ou dans tel quartier, en fait, ça prédétermine déjà une partie de la vie. La diapo suivante. Alors, je ne sais pas où est le... Oui. La question de la santé, donc, que l'on a cartographiée également. Donc, les médecins généralistes, les médecins spécialistes. On a fait plusieurs cartes sur l'espérance de vie. Et on voit bien que dans les villes, dans les grandes villes, en fait, il y a une densité de médecins plus importante, ce qui crée des inégalités sociales et plus que ça, des injustices sociales par rapport aux personnes qui peuvent avoir accès à la santé et ceux qui sont laissés pour compte ou qui doivent se déplacer ou qui doivent avoir des stratégies pour avoir accès à la santé. On continue. La question des risques sociaux d'échec scolaire dans l'unité urbaine. Donc ça, c'est un collègue qui travaille depuis 20 ans sur ces questions d'éducation, qui a travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale, et qui montre que d'un quartier à l'autre, en fait, la probabilité de faire des études, de décrocher du système scolaire ou de faire des études longues, elle est extrêmement variable. Donc en rouge, vous avez les quartiers sociaux de Caen, avec là où il y a le décrochage le plus important, des jeunes qui décrochent au collège et qui n'ont pas de diplôme et qui sont dans des situations très très difficiles. En vert, vous avez les personnes donc, qui sont susceptibles de faire des études sans problème. En jaune, des situations intermédiaires. Et puis, voilà, en gris, c'est une autre catégorie. La diapo suivante, j'essaie d'aller rapidement. Alors ça, c'est une carte qui a été réalisée et qui tient compte de l'achat de terrains et de maisons en fonction des catégories socio-professionnelles. Et ce que l'on voit, c'est qu'en rouge, vous avez le profil populaire à tendance ouvrière. Donc, c'est à 30 km de Caen, 35 km de Caen. Donc, ça concerne l'accès à la propriété. L'accès à la propriété, en fait, pour cette catégorie, c'est éloigné. En orange, vous avez les profils populaires, mais à dominante employée. Donc là, on est un peu plus proche du périphérique. Vous avez le périphérique de Caen qui est au milieu, qui forme un anneau. Et vous avez ensuite les profils en vert, donc les cadres du secteur marchand, en vert foncé, profession intermédiaire, cadres du secteur non marchand. Et puis en bleu foncé, vous avez les chefs d'entreprise, profession libérale, etc. Et puis en rose, vous avez plutôt les retraités. Alors ce que dit cette carte, c'est que l'accès au logement et à la propriété, il dépend de la catégorie socio-professionnelle, donc ça, tout le monde le sait. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que cette géographie, c'est une géographie en fait, qui montre l'exclusion des catégories en fonction de leur position. Et on a fait également des travaux sur, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes. Et on a vu que les gens qui bloquaient les ronds-points et qui étaient les plus impliqués dans les manifestations sont également les gens qui habitent le plus loin et qui ont des frais d'essence qui sont extrêmement importants. Plus des frais un coût, en fait, en termes d'heures passées sur les routes, 1 heure le matin, 1 heure le soir pour aller à son travail. Donc ça, sur la question du logement, donc les beaux quartiers de Caen, avec les 5% les plus riches, des hôtels particuliers, et puis à l'autre extrémité, les gens qui sont dans la précarité, dans les squats, dans des tentes, et qui vivent dans des situations parfois proches des conditions humaines les plus difficiles. Donc on a fait également des synthèses en montrant donc une géographie sociale, les secteurs populaires en rose, les secteurs très aisés donc vers le nord en hachuré, les quartiers défavorisés, les carrés rouges, et puis un secteur où on a l'arrivée de classes moyennes et aisées. C'est-à-dire qu'on a des logiques de conquête de territoire par des classes sociales au détriment d'autres classes. Des gens plus aisés qui arrivent, qui ont des diplômes plus élevés, qui achètent des maisons, qui achètent des appartements, et les personnes donc, qui ne peuvent pas avoir accès à ces logements sont obligées de partir
plus loin et sont dans une logique d'exclusion. Ça, c'est pour montrer la difficulté de la gouvernance aujourd'hui, avec, dans notre exposition, on disait Caen, c'est 1, 20 ou 200 communes. En fait, c'est les trois. C'est une commune qui s'appelle Caen, c'est 20 communes si on considère les communes qui sont dans la zone bâtie, mais c'est 200 communes si on considère les personnes qui viennent travailler dans l'agglomération. Et dans chaque commune, quand il y a plus de 40% de personnes qui viennent travailler, on considère, c'est l'INSEE qui considère, l'aire urbaine qui n'apparaît pas ici parce que c'est trop clair. Donc d'un point de vue de la gouvernance, c'est compliqué. C'est vrai que d'un point de vue démocratique, la commune reste essentielle. Connaître son maire, la proximité, c'est fondamental pour notre démocratie. Mais d'un autre côté, il faut réfléchir à une échelle toujours plus large pour avoir des financements, pour les questions de transport, pour les questions de collèges, pour les questions de pôles de santé. C'est devenu fondamental. Une photo là qui illustre donc l'étalement urbain. Donc ça, c'est ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, c'est-à-dire faire des lotissements et étaler les villes de manière indéfinie, pratiquement, comme on l'a fait au XXe siècle. Hein, c'était le modèle. On a grandi des lotissements, des voies d'accès, des périphériques, etc. Donc ce modèle, il est plus possible. Et le modèle, c'est celui de la ville dense, avec des mobilités douces. Donc là, on a le taux d'artificialisation entre 1998 et 2019. On voit que les communes de l'Est et du Sud, en fait, ont été densément bâties par rapport à d'autres communes. La densification, donc vous avez à gauche un pavillon. C'est une photo que j'ai prise en 2019. Donc un pavillon bien situé. Et puis à droite, la même photo avec 25 logements donc, qui a remplacé ce pavillon. Donc cette logique-là, on la voit partout. C'est une solution par rapport à la ville dense, mais ce n'est pas toujours simple à réaliser. La question du changement climatique. Vous avez la commune de Ouistreham qui est à droite, en fait, à l'horizon 2100. Et vous voyez que dans un scénario du pire, calculé par le GIEC et le GIEC normand, le collègue qui a Stéphane Costa qui a réalisé cette carte, il est vice-président du GIEC normand. Voilà, si on ne fait rien, il y a une grande partie des logements en fait qui vont disparaître. Et puis à gauche, vous avez l'évolution des températures. On a des collègues qui mesurent les températures pour identifier des îlots de fraîcheur possibles dans l'avenir. La question du vieillissement de la population et des EHPAD, avec là encore des injustices sociales. On a des EHPAD publics, on a des EHPAD privés à des coûts élevés. On a connu le scandale Orpea il y a quelques années. Et à Caen, il y a un établissement Orpea. Et cette question de l'accès à des services, donc qu'ils soient publics ou privés, par rapport au vieillissement de la population, c'est une grosse question. Et là encore, notre regard de géographe permet de voir qu'il y a des inégalités entre des personnes qui sont avec des établissements soit en centre-ville, proche du théâtre, du conservatoire, etc., ou face à la mer, et d'autres qui sont dans des quartiers où il y a beaucoup moins de services. La question des espaces publics, donc ça c'est une étude sur le ressenti des femmes dans les espaces publics, puisqu'il y a des femmes en fait, qui sont sifflées, harcelées, voire pire dans les espaces publics. Et donc c'est une enquête auprès de 500 femmes à Caen, dans différents quartiers, qui montre que quand on dit espace public, en fait, c'est pas la même chose pour les femmes et pour les hommes. Et que là, il y a un enjeu démocratique, un enjeu pour construire une ville inclusive où les femmes puissent se déplacer librement sans être sifflées, harcelées, suivies à certaines heures du jour ou de la nuit, à certains endroits, par des hommes. Une diapositive sur le quartier de la Presqu'île, qui est un gros enjeu à Caen, puisqu'il y a un projet avec des milliers de logements et que les projections du GIEC font que c'est une zone inondable. Donc, tout a été stoppé depuis plus d'un an. Et on a... alors, c'est vraiment une question parce qu'on a des logements de luxe avec des appartements qui sont vendus de l'ordre de 10 000 € le mètre carré, donc pour les 1% les plus riches.
Et puis de l'autre côté, vous avez des friches urbaines avec des gens qui vivent dans les conditions les plus sordides, des femmes qui sont dans la prostitution, qui vivent dans des conditions proches de l'esclavage. Donc à 500 mètres de différence, on a les 1% les plus riches et les 1% les plus exclus, les plus vulnérables également. Voilà, donc cette photo illustre les nouveaux immeubles qui sont apparus il y a moins d'1 an à l'arrière-plan, et puis les tentes pour les personnes qui n'ont pas de logement. La question des squats est également importante. C'est une carte en fait qui fait la cartographie de tous les squats en fait sur une vingtaine d'années. Donc les squats sont régulièrement ouverts. On a eu le squat le plus grand de France avec 250 personnes, dont 80 mineurs, proche de la gare SNCF, et tous ces squats sont fermés par la préfecture. Mais ce que ça veut dire, c'est que finalement le besoin de logement il est réel et que finalement c'est un problème chronique, cette question du besoin de logement pour les plus démunis. L'accueil d'urgence pour les personnes les plus exclues, là encore on a fait des cartes, on passe rapidement parce que voilà. Et la dernière carte, enfin l'avant-dernière, c'est celle de la question politique. C'est-à-dire que le vote que l'on fait, il varie d'un territoire à l'autre. Donc c'est la géographie électorale. À chaque élection, on a des cartes en fait qui sont publiées dans les médias. Voilà, la droite elle a telle commune, la gauche a telle commune, l'extrême droite, etc., tel quartier, etc. Donc on a à droite la commune de Caen, là où vous avez clairement voilà, les territoires politiques qui sont très clairement voilà, entre la droite, la gauche. Et puis les quartiers aussi où l'abstention est importante, des quartiers sociaux où on a plus de 40% d'abstention. Là, c'est vrai qu'on a un gros problème de choix. Quelle société on veut pour demain? Eh ben, c'est un choix politique. Et ce choix politique, si on a des quartiers où il y a 40-50% des gens qui ne votent pas, c'est un souci. Et puis à gauche, vous avez, donc ça c'est à l'échelle des 200 communes, où vous avez des votes extrémistes qui sont en périphérie. Donc avec des personnes qui se sentent exclues dans des communes rurales, avec des difficultés et diverses et variées. Et puis la dernière diapo, et puis je m'arrête là, ça va être ultra bref, c'est une synthèse en fait des 250 cartes qu'on a faites. Donc je ne vais pas la commenter parce que ça pourrait durer une demi-heure, mais ça vous montre que la géographie en fait permet de cartographier beaucoup d'indicateurs et que ça aide à réfléchir sur voilà, 2050. Qu'est-ce qu'on peut faire pour 2050 qu'est-ce qu'on veut et comment les citoyens peuvent être impliqués. Donc voilà, moi je suis là pour avoir un peu un regard extérieur, mettre en perspective les choses. Je ne suis pas spécialiste de Cherbourg, quoiqu'on ait travaillé avec Ralph Jamtel et des étudiants de Master 1 là, depuis 3 ans. Et donc voilà, je peux apporter un regard sur le territoire. Merci beaucoup, Monsieur Fournier, et n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez prendre la parole. Je voulais faire réagir Monsieur Rigaudia, et je ne me suis pas trompé ce coup-ci, sur cette présentation, comment on peut l'imaginer, qui est vraiment très riche et très intéressante, et comment on peut effectivement la transposer sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin et bien sûr sur l'agglo. Voilà, je vous laisse réagir. Vous en pensez quoi? Non, je ne sais pas si ça marche là. Ça marche? Vous m'entendez? Ok. Alors, j'ai pas fait d'études particulières. Je sais pas, on me disait oui, mais bon, là ça devrait être. Ça marche. Un peu bof. Allez-y. Bon, j'y vais. Non, je trouve l'approche très intéressante. J'ai pas d'équivalent sur Cherbourg en approche aussi fine, bien évidemment. Je suis pas ni géographe ni expert du GIEC. Ce que je sais, j'en parle d'autant plus facilement que la personne qui se battait sur ce sujet en termes de logement, puisque Action Logement, on est là pour faire le lien emploi-logement. C'est notre ancienne directrice régionale, Patricia Petit, qui se présente par ailleurs, sur la tension qu'il y a entre justement ce lien emploi-logement. Et donc quand il y a une tension sur le logement des salariés, il y a par voie de conséquence une forte tension sur le logement tout court de toute la population. C'est jamais décorrélé, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il y a effectivement... mais c'est une tension qui n'est pas propre qu'à Cherbourg, c'est quelque chose qui se développe. J'ai entendu parler tout à l'heure de crise du logement. Nous, notre rôle, c'est un rôle de facilitateur, c'est un rôle voilà, qui permet d'éviter
d'amortisseurs, si j'ose m'exprimer ainsi. Nous sommes financeurs d'une partie du logement, et notamment du logement abordable, mais nous ne nous occupons que de cette partie. C'est-à-dire que je ne vais pas monter des projets, moi je vais aider à ce que des projets puissent arriver. Voilà. Bon, je ne sais pas si je réponds à votre question. Je vais, enfin, sur cette dimension aussi qu'on a pu voir dans la présentation de la cartographie, là, quand on constate qu'effectivement, il y a c'est sectoriel, en fait. Je vais dire ça comme ça, et sans caricature de ma part, hein, bien sûr, mais il y a le quartier des riches, le quartier des pauvres, et enfin, comment on peut imaginer, justement, pour avoir ce que j'évoquais tout à l'heure aussi, cette mixité, de dire, voilà, on peut avoir toute catégorie sociale et professionnelle sur un même territoire, sans pour autant sectoriser les logements, quoi, en fait. Oui, alors là, par exemple, si on prend l'exemple de Cherbourg, il y a un quartier en rue sur lequel il y a effectivement une convention de signer. Nous sommes partenaires de l'ANRU puisque nous finançons plus de 70% de l'ANRU. Et notre rôle là-dedans, c'est effectivement d'amener, au travers de l'amélioration du logement, la possibilité d'ouvrir une mixité sociale en amenant des salariés dans ces quartiers. Alors, ce n'est pas le travail le plus simple à faire, mais c'est quelque chose d'essentiel, parce que nous croyons fortement à cette mixité et au désenclavement, le cas échéant, des quartiers les plus difficiles. Mais c'est quelque chose qui me paraît une mission essentielle chez nous. Monsieur le maire, je vous laisse... Oui, alors quelques mots, j'ai quoi, 5-6 minutes, c'est ça? Maximum. Bon, bah tu me couperas. Quelques mots comme maire et comme vice-président au développement économique depuis 2017, mais je voudrais vous passer un message, ce que j'essaye de faire depuis plusieurs semaines, autour finalement des questions qui nous touchent. Logement, développement économique, mobilité, réchauffement climatique, qualité de vie, et surtout capacité collective dans ce territoire à essayer d'appréhender le monde de demain et à prendre des décisions aujourd'hui qu'on pourra juger comme étant bonnes dans 25, 30, 40 ans. Aujourd'hui, on a une chance historique ensemble, État, collectivité, industriels. Je remercie Orano d'être là. C'est que notre développement arrive un peu plus tard qu'ailleurs et on a aujourd'hui un développement massif qui arrive. Il y a bien sûr la question nucléaire, je ne reviens pas sur les annonces qui ont été faites, et on commence aujourd'hui à travailler avec Orano, EDF et l'État, il y a le préfet de région pour préparer les bonnes nouvelles et les 15 à 20 000 emplois nouveaux qu'il y aura besoin de créer à échéance 25-30 ans. Mais il n'y a pas que le nucléaire, je pourrais vous parler de Naval Group et des 4 sous-marins vendus aux Pays-Bas. On pourrait parler des maîtres laitiers, on pourrait parler du petit vapoteur, on pourrait parler de Spartcraft, d'Allure Yachting. Bref, ça va bien partout. Et on est passé d'un territoire en déclin, je le dis comme j'ai l'habitude de le dire parce que c'était le cas, à un territoire aujourd'hui, 12% de taux de chômage en 2012, moins de 5 aujourd'hui, et avec tous les projets que je vous ai indiqués. Donc on a besoin en gros de 25, 30, 35 000 personnes, et on est déjà à un taux de chômage quasiment nul. Et donc notre travail, ça va être de faire venir des gens, de faire venir des étudiants et faire venir des gens pour travailler. Et donc ça va poser des questions, non pas d'attractivité, je pense aussi qu'il faut arrêter avec ce mot attractivité qu'on utilise à tout va, parce que tous les territoires se posent des questions d'attractivité, même ceux que nous on considère comme étant extrêmement attractifs, et je peux vous le confirmer avec mes fonctions nationales. Je préfère qu'on parle plutôt de territoire hospitalier, sur la question de la qualité de vie, mais pas hospitalier en fonction d'hôpital, mais hospitalier dans la qualité de vie. Ce que je veux dire très clairement, c'est que si dans 25 ans, les gens quittent Cherbourg-en-Cotentin ou Roville-Labigo ou le Cotentin, comme certains sont en train de quitter des grandes métropoles aujourd'hui, pour des raisons d'incapacité à acheter un logement, d'incapacité à faire garder ses enfants, d'incapacité à être tranquille sur l'espace public, je fais le lien avec les questions de sécurité et de tranquillité publique, eh bien on aura échoué. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que collectivement, on fasse les bons choix pour préparer le territoire demain à affronter les enjeux qui doivent le relever, mais à le faire dans un cadre d'un développement économique durable et vivable. Pour le dire autrement, le développement économique qui va arriver, il doit profiter au territoire, il doit profiter aux habitants qui sont déjà là, à celles et ceux qui vont nous rejoindre. Et il doit profiter à l'ensemble de l'agglomération. Je le redis, Cherbourg-en-Cotentin ne revendique rien. Les projets de Naval Group, d'Orano, d'EDF, etc., doivent profiter à Roville-la-Bigot, Saint-Valahougue, Montebourg,
à l'ensemble de l'agglomération du Cotentin. C'est bien pour cela qu'on l'a créé en 2017. Et c'est ce travail-là qu'on va devoir faire parce que les attentes aussi ont changé. On ne fera plus des zones d'activité économique comme on l'a fait il y a 25 ans ou 30 ans. Et on l'a vu hier en inaugurant l'extension des Fourches avec monsieur le sénateur et un certain nombre d'entre vous. Hier, on est tout près du futur bâtiment d'Orano et de l'IFSI. On vient d'étendre des hectares de zones industrielles, mais on est quasiment dans du pavillonnaire. On a fait des petits chemins, des tables de ping-pong, des tables de pique-nique à la demande des salariés. La liaison avec les habitants juste à côté est très intéressante. Les parkings sont végétalisés. Et donc, on a déjà intégré ça, mais il faut aller plus loin. On ne fera plus d'usines comme on a fait il y a 50 ans, avec des hectares de parking. Donc, c'est cette question-là qu'on doit se poser. C'est pour ça que je fais aussi le lien avec la mobilité. Arnaud Catherine est là, je le félicite encore pour l'immense travail qui a été fait au niveau de l'agglomération, mais la mobilité dans le Cotentin, c'est déjà une révolution. C'est unique en France, mais ça ne suffit pas. Il va falloir qu'on aille plus loin demain. Et faire croire aux 15 000 salariés d'Orano que chacun ira travailler dans 25 ans avec sa petite voiture individuelle, c'est une hérésie. Donc on va devoir travailler cela. Je voudrais aussi vous dire qu'on est en train de monter un déplacement à Dunkerque, collectif, parce qu'à Dunkerque, c'est assez intéressant. D'abord, il y a une grande agence d'urbanisme bien connue. Ils sont en train de créer des projets de gigafactory, 30 000 emplois. C'est un deal État, collectivité, industrielle. Le projet, c'est usine sans voiture. Donc il va falloir qu'on arrive à réfléchir sur ces questions-là. Logement, développement économique, mobilité, développement durable, qualité de vie pour que les gens décident de rester. Et là aussi, soyons clairs, personne ne choisit un territoire ou ne reste sur un territoire parce qu'il y a un zénith ou une patinoire ou que sais-je encore. Les gens, ils restent sur un territoire parce qu'ils peuvent construire leur vie d'hommes et de femmes et construire leur vie familiale et se sentir bien. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à travailler. Alors, on ne va pas tout révolutionner aujourd'hui, mais posons-nous les bonnes questions. On veut faire venir des jeunes, on n'a pas assez d'étudiants. Eh bien, expérimentons, soyons dans l'intelligence collective, inventons. Il y a des territoires où les transports publics sont gratuits pour les moins de 26 ans, y compris le train. Si on veut maintenir des jeunes à Cherbourg, en Cotentin et dans le Cotentin, permettez-leur de leur revenir tous les week-ends. La question du train pour Paris ou Caen, la question tarifaire aujourd'hui, elle doit être posée. C'est inacceptable ce qui est en train de se passer. On doit profiter aussi de la manne financière pour se poser des bonnes questions. On veut attirer des étudiants. Moi, je fais une proposition. Soyons la première agglo à mettre en place un revenu de subsistance pour l'ensemble de ces étudiants. On va en attirer de toute la France. Ce que j'essaye de dire, c'est que si on veut répondre aux enjeux de demain, à la fois du territoire et aux industriels, il faut qu'on arrive à casser les codes, qu'on soit incitatif, qu'on soit, je dirais pas révolutionnaire, mais en tout cas qu'on essaye de battre en brèche une forme de pensée et de construire le territoire autrement, parce que autrement, je le redis, ce qui nous arrive, qui est pour moi formidable, exaltant, on préfère tout gérer du développement que du déclin, peut s'avérer contre-productif et extrêmement dangereux finalement pour le territoire. Et je voudrais aussi tempérer l'aspect développement économique, et après j'arrêterai, je serai trop long. C'est fabuleux, mais ce n'est pas fabuleux pour tout le monde. Il y a des secteurs où il n'y a pas assez d'emplois. Il y a aussi 2500 emplois non pourvus dans le Cotentin. Donc, je vous ai dit 20 000 nouveaux, 2500 non pourvus, 5% de taux de chômage. Et attention à la déstructuration du territoire. Je vous donne un exemple concret. Avant-hier, dans mes fonctions de vice-président, je rencontre un plombier du Cotentin, bien connu, petite entreprise familiale, 40 ans, 20 salariés. Ces deux chefs de chantier viennent de partir pour aller chez des grands industriels. Rassurez-vous, ce n'est pas chez vous. Mais qu'est-ce que me dit le chef d'entreprise? Mais monsieur arrivé, comment je fais pour sauver ma boîte? Je perds mes deux bras droits. Ils sont là depuis 20 ans. Alors moi, je suis quelqu'un de gauche, je crois au progrès social. Que quelqu'un quitte un employeur pour aller gagner 500 € de plus chez un autre, je trouve ça très bien. Mais on doit aussi collectivement réfléchir à ne pas déstructurer le réseau de petites entreprises, d'artisans. Et ça, c'est aussi un vrai sujet. Et on va devoir s'interroger sur ces questions-là. Voilà, je ne serai pas plus long, mais on a un magnifique challenge. Logement, mobilité, développement économique, qualité de vie. Il va falloir qu'on y réponde collectivement, mais en se posant des questions qui vont nous amener à réfléchir le territoire à 35-40 ans, et pas en nous amenant les questions d'hier. Je prendrai un dernier exemple, le fameux contournement dont on parle depuis 30 ans. Le contournement tel qu'il est proposé aujourd'hui, il n'est pas acceptable. Il y a la question de la D22, D56 qui doivent être mieux traitées, mais il n'est pas acceptable. Pourquoi il n'est pas acceptable? Parce qu'aujourd'hui, le département considère que le viaduc, c'est un invariant
Nous, on demande à revoir cette position-là pour des questions d'utilisation des terres agricoles. Le viaduc, c'est 456 mètres de long, 72 mètres de haut, en pleine vallée de Quincampoix. Ce n'est pas acceptable en termes environnementaux, ce n'est pas acceptable en termes de gestion de l'eau publique. Et un dernier mot, puisque je parle de l'eau, s'il faut construire des logements à Roville-la-Bigot, à Valogne, à Bricbec, à Beaumont-Hague, Emmanuel Amaillé pourrait le dire mieux que moi, il va falloir que, pour avoir des habitants, il faut qu'il y ait de l'eau qui arrive à la maison. Et donc, on a la question de la ressource en eau, de l'assainissement qu'il va falloir traiter. Ça ne se prépare pas comme ça. Donc moi, je demande une réflexion collective, État, collectivité, industriels, spécialistes de la question, et essayons d'inventer le territoire propice pour demain. C'est tous ces gens-là, tous ces enjeux qu'il nous faut relever et pas uniquement la question de logement. Et un dernier mot sur le logement. Méfions-nous regardons ce qui s'est passé dans des grandes villes. Quand vous avez aujourd'hui, et ça a été dit par monsieur, je vous remercie, qu'une partie de la population qui peut habiter dans le cœur de ville, bien on fabrique ce qu'il faut éviter de fabriquer. Moi, ce que je veux demain, c'est que tout un chacun puisse avoir un parcours résidentiel dans le Cotentin. Et donc, il nous faut du logement pour tout le monde, pour tous, avec des besoins qui sont aussi différents en termes d'évolution de l'âge. La question du vieillissement de la population, elle n'est pas assez appréhendée dans le pays. Tous les spécialistes nous disent que la France va arriver devant un mur sur la question du vieillissement. Le vieillissement, c'est aussi des questions autour du logement. Voilà, donc il faudrait beaucoup plus de temps pour détailler ça, mais ce que je veux vous dire, c'est intelligence collective. On a une chance unique à construire ensemble, mais faisons-le au service du territoire et de ses habitants en inventant, pourquoi pas, je l'espère en tout cas, de nouvelles façons de penser et de nouvelles solutions. Voilà, merci. Merci Benoît. Alors justement, au titre du Conseil de développement, on s'est je vous le disais tout à l'heure, on s'est pas donné de limite dans la réflexion et on se disait justement que enfin, il y a deux façons de se loger, soit en restant locataire, soit en étant propriétaire. Et dans les deux cas, on s'était imaginé, et surtout dans le cas d'être propriétaire, de pouvoir se dire, ok, je suis propriétaire, mais en fonction aussi de mon évolution de vie, et surtout aussi, ce que vient d'évoquer Benoît, en fonction de l'âge. C'est-à-dire que je suis propriétaire, mais pas d'un foncier qui bougera pas, justement, d'un foncier qui bougera. C'est-à-dire que je peux très bien être, quand je suis jeune étudiant, locataire ou propriétaire dans le cadre d'une rénovation en centre-bourg du dernier étage. Puis après, je vais avoir une vie de famille, je vais avoir des enfants ou une vie de couple, je vais me retrouver dans un étage plutôt au milieu. Et quand je vais être plus âgé, pour ne pas être confronté aux escaliers, par exemple, je vais me retrouver au rez-de-chaussée. Et du coup, ça va permettre aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, cette intergénération. Alors bien sûr, c'est du rêve, mais il faut rêver. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on imaginait être dans le cas des rénovations qu'évoquait Benoît tout à l'heure, qu'on imaginait un peu la chose. Et de la même façon, bien sûr, en cas de locataire. Mais propriétaire, et donc du coup, pas être propriétaire du premier ou du rez-de-chaussée ou du... Non, c'est que j'ai cette propriété foncière qui va bouger en fonction de ma situation. Voilà, je pense qu'il y a aussi matière sur le sujet à réfléchir. Monsieur Valour, vous en pensez quoi au vu des différentes présentations, échanges qui ont pu déjà avoir eu lieu depuis le début de cette table ronde? Oui, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, le logement, c'est un vrai sujet, effectivement, d'actualité pour nous. Pour vous donner quelques chiffres sur le site d'Orano, chaque année, et depuis des années, et ça va encore durer plusieurs années, c'est plus de 600 personnes qui sont recrutées sur le Cotentin. Si on regarde effectivement ces 600 personnes, il y a plusieurs catégories de personnel. Je commencerai par des jeunes qui viennent faire leur apprentissage dans nos usines. Hein, et vous imaginez bien qu'ils n'ont pas du tout les mêmes besoins de logement que des cadres qui viendraient d'ailleurs. Et aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on soit capable de répondre. Il faut que l'agglomération et toutes les communes avoisinantes soient capables de répondre aux besoins de logement de ces jeunes qui ont peu de moyens. Alors, on les aide. Hein, on a mis en place un certain nombre de dispositifs, nous, pour effectivement les aider dans le logement, mais c'est une des problématiques. On a une deuxième catégorie de salariés. Finalement, c'est des salariés qui sont déjà implantés dans le Cotentin, des enfants de salariés qui ont déjà effectivement des parents qui habitent dans le coin et qui veulent s'émanciper, construire une maison, avoir leur logement. Et ça, c'est effectivement, et ça touche toutes les communes autour de Cherbourg. Et puis on a une troisième catégorie, c'est des cadres qui arrivent de partout de France.
et qui, eux, commencent d'abord par essayer de trouver un logement en location, et notamment sur Cherbourg, et c'est loin d'être évident de trouver une maison pour 4 ou 5 personnes sur Cherbourg en location, et pour après, effectivement, se poser la question d'acheter ou de faire construire dans la région. Voilà. Donc on a ces 3 catégories de salariés qui cherchent des logements, et je vous répète, c'est 600 personnes par an. Au-delà de nos salariés, faut avoir en tête, mais vous l'avez bien en tête, que chaque jour, c'est plus de 6000 personnes qui travaillent sur la plateforme autour de La Hague. On a toutes nos entreprises partenaires qui, eux aussi, continuent d'embaucher. Hein. On parlait des plombiers, mais on a besoin de plein de corps de métier en fait, pour faire fonctionner nos usines. On est en pleine phase, effectivement, de croissance. Hein. Et pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, on achète pour environ 1 milliard d'euros par an pour faire fonctionner nos usines. En 2030, c'est 2 milliards. Et donc, cet argent-là, il va chez des entreprises partenaires, effectivement, qui vont devoir se développer, embaucher. Et on parle de plombiers, mais voilà, ça concerne tous les corps de métier. Et donc là aussi, il va y avoir beaucoup de besoins, et on a besoin d'eux pour faire fonctionner nos usines. Hein. C'est pas que des salariés d'Orano. Et je ne vous parle pas des perspectives à venir, mais on a commencé à travailler effectivement avec l'agglomération sur les constructions des nouvelles usines, où là on parle de plusieurs milliers de salariés pendant des dizaines d'années qu'on devra loger effectivement près de nos activités pour construire ces nouvelles usines. Voilà. Donc beaucoup de besoins. Je me permets de rebondir. Non, simplement, je vais essayer de rebondir sur plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'évidemment, le logement tout seul, ça n'a pas de sens. Il faut l'intégrer dans une urbanité, avec des mobilités. Enfin, il y a plein de choses, bien évidemment. Nous n'intervenons que comme facilitateurs, si je vois. Mais quand même, Cherbourg a d'énormes avantages, si je puis me permettre. Travailler en équipe, ça me va très bien, et on sera toujours à vos côtés, je vous le promets. En rue, on a parlé tout à l'heure, donc bénéficier d'un programme en rue spécifique, okay. Programme Action Cœur de Ville qui va permettre aussi de développer des produits, d'avoir des financements qui sont propres. Et troisièmement, la problématique du logement, c'est que c'est facile, j'allais dire, de planter la machine, ce qui s'est un peu passé sur le plan national, la relancer, et de toute façon, de manière générale, le logement, ça s'inscrit dans le temps long. Mais sur Cherbourg, il y a une dynamique qui est repartie. Vous avez un office qui est très dynamique, qui a plein de projets, parfois un peu trop pour que je puisse suivre, mais je promets, je vais y aller. Et dans ces projets, il y a notamment potentiel, c'est ça. Voilà, je vois Patricia qui fait ça. Ben oui, c'est... Mais on va faire ce qu'il faut. Non, on va faire ce qu'il faut et on va accompagner. Et dans les projets, par rapport à ce que vous disiez, il y a notamment, si je ne m'abuse, un projet de potentiel FJT qui pourrait correspondre aux besoins des alternants, en l'occurrence d'Orano. Moi, je travaille sur d'autres projets. Alors, je ne peux pas en parler parce que je ne suis pas encore officiellement un partenaire du projet, mais je vous ai censé glisser quelques mots avec un promoteur dans le cadre d'Action Cœur de Ville qui pourrait générer des logements dédiés, bien évidemment, là également, aux salariés d'Orano. Et là, vous aviez raison aussi. Par contre, il faut qu'on fasse attention. Je dis ça parce qu'on travaille aussi beaucoup sur Panly, qui est un autre sujet un peu impactant sur la région. Et l'idée, c'est de pouvoir faire quelque chose qui permette quand même aux gens qui sont déjà sur le secteur de continuer à vivre de façon agréable dans leur ville. Il ne s'agit pas de faire venir des gens pour exclure. Voilà. Et il faut qu'on arrive à faire exactement la même chose. Enfin, c'est ce que vous disiez. Moi, je vous suivrai là-dessus toujours. Mais on sera toujours aux côtés. Mais à vos côtés. Mais vraiment, il y a des atouts sur Cherbourg qui sont par rapport à nous et sur le logement, qui sont liés à des plans spécifiques de financement qui vont nous permettre, nous, d'apporter des équipes d'opération. L'autre problématique, c'est qu'il va falloir réfléchir en surélévation, il va falloir réfléchir en un certain nombre de choses, effectivement, pour éviter tout ce qui est étalement humain et nouvelle nature de logement. On parlait de co-living, on parlait d'intergénérationnel. Il y a des tas de choses que l'on peut imaginer, mais là, nous, on sera pas. On peut être aidant et participant dans les idées, mais c'est pas nous qui monterons les projets. Justement, moi, je pose cette question sur cette dimension transversale entre les différents intervenants que vous êtes, aussi bien employeurs, entreprises,
conseillers, spécialistes, collectivités. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une agence avec une particularité, je ne sais pas moi, sous forme de SEM par exemple, de société d'économie mixte, où chacun serait partie prenante pour réfléchir ensemble et se donner les moyens ensemble d'avancer et de pouvoir se projeter sur les comme vous disiez, comme tu disais Benoît, c'est un long travail de longue haleine, mais justement si chacun est dedans, si vous me permettez de dire ça comme ça, ça permet aussi de pouvoir avancer et de concrétiser ces avances. Mais nous, on sera toujours, enfin en tout cas, quelle que soit la structure porteuse, peu importe, SEM, pas SEM, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça de monter une SEM, mais juste, Action Logement sera toujours à côté du territoire pour l'accompagner et essayer de l'aider dans son développement. Ralph, sans avec micro, s'il faut que tu t'approches, ça va l'harceler. Attention. C'est pour un peu répondre à la question que tu poses, Mathieu. Il y a différents outils qui sont en train de se mettre en place. Il y a l'agence d'urbanisme dont il a été question tout à l'heure. L'observatoire de l'habitat et du foncier qui se met en place dans le cadre du PLH au niveau de l'agglo. C'est toujours la question de la temporalité, c'est-à-dire que c'est des outils qui pour l'instant ne produisent pas, c'est normal puisqu'ils n'existent pas, mais c'est pour ça que ce que disait l'intervenant d'Orano est très intéressant, parce que en fait, les actions sur lesquelles vous êtes engagés en matière de logement font le rôle de démonstrateur. Moi, je suis un peu, par rapport à ma délégation logement, un sujet en cœur de ville de Cherbourg, sur lequel il y a un travail avec Orano, justement. Et la réalité, c'est que l'analyse qui est faite par rapport à des secteurs sur lesquels vous envisagez de pouvoir accueillir des salariés joue le rôle de démonstrateur, parce que ça permet de faire un point sur le coût du marché locatif dans Cherbourg-en-Cotentin. Alors, c'est des éléments qu'on a, mais là, ça permet de les spécialiser. Et là, j'insiste un peu, c'est-à-dire, de fait, comme les uns et les autres, on est un peu en retard de phase par rapport à tous ces éléments cadres qui ont été présentés par Jean-Marc Fournier tout à l'heure, on a besoin effectivement d'accélérer dans notre capacité à construire là où on peut construire, en ayant ces objectifs de mixité à l'échelle même des îlots urbains, à l'échelle même des quartiers. C'est la raison pour laquelle, quand je dis démonstrateur, c'est pas pour me payer de mots. C'est-à-dire que dans le travail qu'on fait avec la ville et avec le groupe avec lequel vous travaillez sur le secteur dont je parle, ça s'est fait un peu de manière empirique. La ville, dans sa stratégie foncière, avait effectivement un secteur extrêmement proche des mobilités, des aménités urbaines. Et vous, du côté... alors c'est vrai qu'Orano, c'est pas une entité qui est homogène, c'est plusieurs filières, etc. Donc c'est un enjeu aussi d'avoir des interlocuteurs qui, effectivement, montent aussi en compétence dans la connaissance de ces sujets-là. Parce que, monsieur Rigaudia, vous êtes modeste, parce qu'en fait, vous connaissez très très bien la façon dont les projets doivent être coordonnés, dont les astres doivent s'aligner. Donc vous restez, c'est normal, sur votre cœur de métier en disant que vous serez là, et j'espère que vous serez là, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on aille un peu plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire quels sont les obstacles à un moment donné, mais pas des obstacles au sens idéologique, les obstacles que l'on objective. Là, par exemple, dans les échanges sur le sujet dont je parle, on est bien sur une centaine de logements, et il y a des questions sur quel va être le type de loyer qui va être pratiqué, parce qu'il y a un investisseur qui doit venir, l'investisseur, on le connaît, et effectivement, c'est difficile, le marché local de Cherbourg, de le qualifié, parce qu'il est très hétérogène, mais Cherbourg, c'est un petit camp d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des diversités. Et nous, côté ville, et là je rentre dans les détails, mais notre travail, c'est d'avoir une stratégie foncière où on est capable de mettre dans la réflexion commune des fonciers stratégiques pour faire de la maison dense. Par exemple, vous avez parlé de la nécessité d'avoir des maisons pour des familles. Et c'est vrai que les T3, T4 dans le collectif ont du mal à se commercialiser en collectif. Mais nous, on travaille au niveau de la ville sur des secteurs pour aller faire de la maison, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que tous, on va être obligés de monter un peu en compétences. Et ce sujet dont je parle, d'une centaine de logements, je pourrais m'adresser à Naval Group comme à EDF, à LM Wind Power de la même manière, ce que fait le maire dans les échanges qu'a le maire avec les donneurs d'ordre économiques, il le fait. Mais il est vrai qu'il va falloir que les donneurs d'ordre économiques, c'est un terme un peu comme ça, un peu martial, mais qu'on puisse avoir des outils dédiés. Mais ces outils, d'une certaine manière, ils sont en train de voir le jour. L'office foncier communautaire, c'est un outil. L'agence d'urbanisme, c'est un outil. Nous, sur la ville, on travaille sur une stratégie de concession d'aménagement multisite, c'est-à-dire d'avoir tout un tas de secteurs de densification urbaine qui vont permettre à la fois aux bailleurs,
aux entreprises comme aux particuliers de dire « Ah bah tiens, là, je peux me projeter pour venir m'installer dans des secteurs où il y aura les services, etc. » Donc voilà, mais la journée qu'on est en train de passer, et on verra tout à l'heure avec le président de la Fédération du bâtiment ou la présidente de l'AMEF, Catherine Biel, la façon dont on est différents acteurs qui commençons à projeter ce qui est nécessaire de mettre en route. Mais c'est vrai que c'est pour pousser un peu l'intervenant, enfin les deux intervenants que vous êtes, à la fois celui d'Action Logement et le monsieur Dorado, pour que vous alliez un peu plus loin et que vous sortiez pas de votre zone de confort, mais un tout petit peu quand même. Moi, je voulais compléter ce que dit Ralph. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais je vous le disais tout de suite en aparté. Quand on dit qu'on a créé 3800 emplois industriels ces 5 dernières années, et que c'est déjà... Il faut mesurer ce que ça signifie. Pendant ce temps-là, quand Le Havre plus Rouen en perdait 600. Bon. Donc, lorsque un journal, des grands titres de presse au niveau national qualifient aujourd'hui de Cherbourg-en-Cotentin, de Cotentin, de pépite, de miracle, etc., on est à ce niveau-là. Et là, on vous parle de 20, 25, 30 000 emplois. Donc, il faut mesurer ce qu'on est en train de se dire. Et c'est pour ça que j'insiste encore une fois sur évitons de faire des erreurs. Moi, je remercie Orano de s'intéresser de nouveau à la question du logement. Il faudra d'ailleurs que les autres employeurs, les grands industriels, mais pas que, s'y intéressent de nouveau. Je rappelle quand même que dans notre pays, et c'était le cas à Cherbourg-en-Cotentin et dans le Cotentin, par le passé, les grandes entreprises étaient propriétaires d'un parc de logements. Ça a été le cas d'Areva, devenu Orano, ça a été le cas d'EDF, la SNCF avait un certain nombre de bâtiments. Moi qui habite dans le quartier du Val-de-Serre, les CMN étaient propriétaires de quasiment l'intégralité de ce qu'on appelle la rue de la Bretonnière, etc. C'était des logements d'ouvriers, de cadres, de techniciens. Et donc je suis très heureux que les employeurs reviennent à cette question du logement. Il faudra d'ailleurs aussi que les employeurs s'intéressent à la question de la garde d'enfants. Je vous donne un exemple, ce qu'on vient de faire avec l'armée, et je salue Nadège Plénaud qui est là-bas, qui a fait le travail. On vient d'ouvrir une crèche 40 berceaux en partenariat avec l'armée. Le DRH, le grand DRH, le patron de la RH des armées était là. La ville a participé, l'armée a financé le reste et on a monté un projet intelligent et collectif, en tout cas qui s'adresse au personnel de l'armée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive aussi à un moment où les besoins explosent, mais il faut se le dire clairement, les collectivités, l'agglomération, comme la ville de Cherbourg-en-Cotentin, si je remets ma casquette de maire, mais je pense que c'est pareil pour la ville de cher ami de Roville-la-Bigot, les collectivités arrivent aussi à un moment où leurs ressources sont en diminution sur le budget de fonctionnement. Pour tout un tas de raisons, et je ne vais pas polémiquer ici sur la suppression de la taxe d'habitation, etc., etc., etc. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette nouvelle phase d'accompagnement au développement du territoire, les collectivités ne pourront pas agir seules à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour agir. Et si je reviens à la question de la garde pour enfants, et Nadège pourrait en parler mieux que moi, c'est qu'on est aussi à un moment donné où c'est un métier qui attire moins. C'est aussi pour ça qu'il faut être innovant. Et je le dis souvent, je prends un exemple. Je suis allé visiter il y a quelques mois dans une grande ville un projet que j'ai trouvé assez intéressant. Il y avait d'un côté un projet de promoteur qui voulait faire 30 logements, et de l'autre côté, la mairie avait eu l'information que des assistantes maternelles privées voulaient s'unir pour monter ce qu'on appelle une maison d'assistantes maternelles. Bien, finalement, tout le monde s'est parlé, et la résidence a été construite, et le relais d'assistante maternelle, il est au rez-de-chaussée du logement. Je peux vous dire que le promoteur, il y a eu aussi un autre intérêt, c'est qu'assez rapidement, les logements ont été vendus. Les familles se sont précipitées forcément pour pouvoir acheter les logements. Et donc quand je parle d'innovation, c'est aussi ça qu'il faut qu'on fasse. Parce qu'on a plein de projets partout, mais parfois on ne se parle pas assez. Et je pense qu'on doit pouvoir à un moment donné faire venir, coïncider un certain nombre de projets pour être productifs. Parce que de toute façon, il n'y a plus d'étalement urbain possible. Parce que la belle photo que vous avez montrée tout à l'heure, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut plus faire. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a encore des responsables, y compris des responsables politiques, et on en a sur ce territoire, qui pensent que c'est encore le modèle. Donc voilà, sortons encore une fois des sentiers battus. Je voudrais juste, et je suis totalement d'accord avec vous, effectivement, il y a le logement, mais il y a tout ce qui va autour. Et vous parlez de la garde d'enfants, moi je parle aussi de l'éducation. Et aujourd'hui, une des préoccupations, quand on a des personnes qui arrivent dans la région, en fait, la première chose qu'ils cherchent, finalement, c'est pas le logement, mais c'est l'école.
Et j'ai un exemple pas plus tard qu'hier d'un cadre qui va venir de Rouen et qui va arriver avec sa famille au mois de novembre. Et la première chose qu'il a cherché, effectivement, c'était l'école. Ensuite vient la problématique du logement, mais très rapidement aussi la garde d'enfants. Et là, vous avez raison. Et ça, c'est vraiment des problématiques qu'il faut qu'on arrive à traiter. Alors, nous, on est aujourd'hui plutôt sur une idée où on les aide à s'installer. On a tout un dispositif en fait qui leur permet de les aider avec des accords pour les accompagner dans leur mobilité. On est en train de travailler sur aussi des aides pour la garde d'enfants. Alors on a essayé de mettre en place un dispositif de CESU pour effectivement participer aux frais liés à la garde d'enfants. Voilà, donc c'est un tout. Il y a la mobilité, et là je vous rejoins totalement, parce que c'est aussi une question des jeunes. Les jeunes ont de moins en moins de voitures. Et c'est plutôt pas mal. Et du coup, ils se posent des questions sur comment je peux aller sur le site de la Hague ou sur un autre site. Alors, le nouveau bâtiment de Orano Projet va être desservi par le réseau, donc ça c'est bien. Mais voilà, il faut réfléchir globalement, effectivement, à toutes ces problématiques. Là aussi, je vais juste rebondir sur une chose par rapport à ce que vous disiez, et là j'en suis totalement d'accord. Ce qui se passe aujourd'hui, le fait qu'on se voit et qu'on se parle, on parle de projet, en fait, on travaille dessus. Donc on se l'était dit, mais pour l'instant on n'est pas encore officiellement dessus, mais on va faire ce qu'il faut. Mais nous, on a un problème aussi d'interlocuteurs dans notre mode de fonctionnement historique, qui font que les gens qui sont les interlocuteurs d'Action Logement et des chargés de relations entreprises au sein de nos agences ne sont pas obligatoirement les décideurs ou ceux qui ont une vision stratégique ou des besoins de l'entreprise sur la problématique logement. On est vraiment sur un ratio de j'ai versé tant, qu'est-ce que vous avez fait comme service pour mes collaborateurs. Et ça, il faut qu'on arrive à changer ce paradigme. Et l'exemple d'aujourd'hui est un très bon exemple, parce que je ne sais pas si on se serait rencontrés ailleurs qu'ici, là, immédiatement. Et donc, là aussi, vous parliez d'Element Power, de Naval Group, etc. S'il y a des problématiques comme ça, ne pas hésiter à nous mettre dans la boucle. On viendra à vos côtés et on apportera nos capacités de financement et de solutions aux problématiques posées par les entreprises sur le logement, encore une fois. Et encore une fois, le logement, lui, tout seul, ne sert à rien, mais il fait partie de la boucle. Donc, on sera... N'hésitez pas à nous appeler s'il y a des choses de cet ordre-là. On sera ravis de pouvoir accompagner les besoins de logement des entreprises et de leurs salariés. Ouais, si je peux rebondir sur la nécessité d'innover. C'est-à-dire qu'il y a des modèles d'aménagement, par exemple sur les mobilités douces avec les tramways, les bus rapides, etc. Mais ça doit toujours être adapté localement. Et imiter ce qui se fait dans une autre ville ou dans une autre région, en fait, si ce n'est pas adapté au territoire local, ça ne marche pas. Il y a plein d'exemples de projets qui ont pas marché. Alors, à Caen, en 2007, il y a eu un système de vélo qui a été mis en place sur le modèle de Paris. C'était une catastrophe. Et en fait, au bout de 10 ans, on a arrêté ce système qui a coûté très cher et qui n'a servi à personne. Parce qu'on a, du jour au lendemain, on a pris le modèle de Paris, on a dit on va le mettre à Caen, ça a marché, pas du tout. Ça, c'est vraiment important d'être innovant. Le logement, c'est aussi un marché. Et c'est aussi, le marché, il est très puissant. Et donc, c'est un investissement dans la pierre pour des particuliers. Et ça, c'est quelque chose d'important. À Paris Intramuros, en fait, devenir propriétaire, c'est impossible, sauf si on hérite de ses parents. Mais les salaires au XXe siècle permettaient d'acheter un logement. Au XXIe siècle, c'est beaucoup plus difficile. Donc Paris, c'est une caricature parce que c'est une ville mondiale, mais c'est une société avec une logique de rentier, c'est-à-dire qu'on a des parents qui ont un logement, donc on va hériter de ce logement et on va pouvoir habiter dans le 16e, etc. Et c'est une société où ça fonctionne plus au mérite. C'est-à-dire qu'en fonction de son travail, de ses capacités, de ses diplômes, etc. Donc ça, ce marché-là, en fait, il est partout. Et il est aussi à Cherbourg. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de la spéculation, je suppose, et que si les pouvoirs publics ne s'emparent pas de cette question, si les entreprises ne se disent pas « attention », le marché, si on le laisse faire, il va aboutir à une hiérarchisation un tri social. Les logements les mieux situés par rapport au transport, avec le plus de services, etc., avec le marché, seront captés
par les personnes qui ont le pouvoir financier de le faire, qui ont le capital. Donc ça, c'est quand même quelque chose auquel on ne peut pas échapper parce que c'est un phénomène européen, la gentrification des centres-villes, etc. Donc les personnes aisées qui poussent à l'extérieur les gens qui n'ont pas les moyens. Donc il faut penser à ça. Voilà, donc c'était sur ces 2 points. Le modèle d'aménagement tout fait qui vient d'ailleurs, clé en main, ça ne marche pas. Il faut de l'innovation. Et c'est vrai que monsieur le maire l'a dit tout de suite, hein, il faut inventer des choses qui ne se sont éventuellement pas faites ailleurs, parce que la situation ici est exceptionnelle. Et puis l'inertie des projets, quand on veut faire une piste cyclable, eh ben, il faut s'y prendre 20 ans à l'avance. Les autoroutes à vélo, donc ça se fait en Europe du Nord, en fait. Mais si on veut avoir le foncier, si on veut faire tous les travaux, etc., c'est maintenant pour dans 20 ans. Merci, effectivement. Et du coup, ça pose aussi la question sur... le copier-coller, ça ne marche pas. Si on prend juste la ville de Bruxelles, c'est tout l'inverse. Hein. C'est-à-dire que la dimension, on va dire, catégorie sociale basse se trouve en centre-ville et les riches, pardon, à dire ça comme ça, se trouvent à l'extérieur. Donc, oui, voilà, Cherbourg, ça peut être effectivement. Et donc, du coup, je pense que dans le cadre de la rénovation, il y a aussi à innover. C'est-à-dire qu'il faut que ce collectif, cette collégiale, puisse accompagner financièrement la rénovation, puisque notre plombier, notre électricien qu'on évoquait tout à l'heure, qui puisse avoir aussi les moyens de rénover et de pouvoir acheter une maison. Et donc, il va falloir soutenir aussi cette rénovation pour qu'elle soit, encore une fois, celle des gens qui auront les moyens. Monsieur le sénateur, pardon. Il finance plus de logements que moi, donc on ne va pas le priver de la parole. Mais non, je vais être extrêmement rapide, mais c'est vrai que nous avions un développement industriel et économique qui finalement s'est fait au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'y compris sur l'aménagement stratégique de notre territoire, il y avait du foncier peu cher, disponible, et comme dans beaucoup d'autres territoires, en effet sur la plaine de Caen, c'est un exemple assez flagrant, nous avons urbanisé, parfois en dépit du bon sens. Donc là, nous avons un nouveau cycle de développement économique qui s'engage, qui n'est pas encore arrivé à son firmament, mais ce sera le cas d'ici quelques années. Et il nous faut maintenant être dotés d'outils qu'ont déjà d'autres collectivités, que nous n'avons pas encore. Il y en a 2 qui, à mes yeux, sont stratégiques. Ralph en a évoqué un tout à l'heure. C'est évidemment l'agence d'urbanisme. Ça fait des années que je plaide pour que nous puissions avoir un outil comme celui-ci, parce que, comme vous l'évoquiez, Monsieur Fournier, ça nous permet d'avoir aussi, à travers un réceptacle comme celui-ci, des informations, parfois en temps réel, sur les dynamiques socio-spatiales, et de suivre au long cours quels sont les mouvements sur le territoire, et éviter qu'en effet la croissance économique soit une machine à exclusion, parce que ça peut aussi être le cas, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une dimension prospective sur toute une facette, toutes les facettes de l'aménagement de notre territoire, que ce soit les mobilités, l'adaptation au changement climatique, etc., comme les dynamiques résidentielles. Et puis des outils plus opérationnels. Et ce qui nous fait cruellement défaut ici, même si M. Rigaudial l'a expliqué tout à l'heure, une SEM, ce n'est pas simple à créer, mais il y a d'autres aussi outils. Hier, nous étions à Valogne avec Ralph et quelques autres personnes autour d'une table ronde concernant le vieillissement de la population et l'adaptation du logement. C'était à l'initiative donc de l'OCAM, de l'agence d'urbanisme de Caen, et a été évoqué par ma collègue sénatrice du Calvados et présidente de l'OCAM, Sonia de la Provôté, une société publique locale d'aménagement. C'est un outil opérationnel qui peut être particulièrement intéressant. Et au regard des spécificités cotentinoises, nous pourrions nous projeter, au regard des défis qui vont être les nôtres, et notamment avec la montée en puissance du plan de charge industriel d'Orano, sur une société publique locale d'aménagement d'intérêt national, parce que ça nous permet aussi d'intervenir, pas seulement sur le logement, mais aussi sur les services publics. Et là, on en revient à la garde d'enfants, dont les collectivités ont la charge. Donc ça nous permettrait d'avoir à la fois un outil qui permet d'avoir cette vue au long cours sur l'aménagement de notre territoire, et ensuite un outil opérationnel qui nous permet de mettre en application les orientations politiques qui seront nées de ces études permanentes que nous pourrons mener avec l'agence d'urbanisme. Ça fait partie des points... Je parlais tout à l'heure des Sébastien. réunions qu'on commençait avec le préfet de région, les industriels, et qui restent encore
à développer. La question de la SPLA, ce qu'évoquait le sénateur à l'instant, ça fait vraiment partie des sujets qu'on a commencé à évoquer avec le préfet de région et qui devront être intégrés dans les réflexions à venir, sachant que le groupe de travail, il aura de toute façon vocation à s'élargir, puisque vous m'avez entendu, je l'ai dit à plusieurs reprises ce matin, si on veut vraiment éviter de se tromper, si on veut éviter de faire les erreurs qu'on a fait ici à l'époque des premiers grands chantiers, parce que l'époque était différente, si on veut éviter de faire d'autres erreurs qu'ont pu faire d'autres territoires. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que on a quand même aujourd'hui tout un tas de conférences au niveau national où des spécialistes, des gens, moi j'ai fait cet été des conférences, des gens qui ont développé Montpellier, Bordeaux, etc., qui 30 ans après viennent vous expliquer là où ils ont commis des erreurs. C'est quand même assez intéressant dans l'approche. Et donc, encore une fois, ouvrons le champ de la réflexion pour éviter de se tromper et faire un maximum de bons choix sur toutes ces questions qui me paraissent, encore une fois, essentielles. Ouais, moi, je reviens encore sur ma spécialité qui est le logement, mais je crois aussi qu'il faut pas penser qu'il y aura une solution innovante particulière. Il peut y en avoir plein, mais je pense qu'il faut faire feu de tout bois et apporter des réponses dans tous les domaines. Ça va du BRS, OFS, BRS, peu importe, enfin, de l'accession sociale, PSLA, ce que vous voulez, au logement abordable, en passant par le logement privé, la promotion, etc. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vision 360 sur le logement pour réussir justement à mixer ces types de solutions, ce qui permet justement d'éviter l'exclusion. Parce que quand vous faites de l'accession sociale à côté de promotion ou de choses comme ça, par définition, vous avez la mixité qui se fait naturellement. Moi, j'ai une petite question, du coup, M. Rigolier, gardez le micro. C'est comparativement sur d'autres territoires, vous avez déjà des exemples, ou en tout cas des initiatives qui ont pu être portées, ou des amorces d'initiatives, ou en tout cas des réflexions qui sont arrivées déjà à la même échelle qu'ici, par exemple? Alors, pas encore à la même échelle, mais qui vont le devenir. Là, je parlais de Panly tout à l'heure, c'est quand même globalement 11 000 extérieurs potentiels qui arrivent sans les induits. Donc, c'est voilà. Sur un territoire où, à part à Dieppe, les autres EPCI n'ont pas historiquement de construction et de choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est en train de se lancer. On espère, et c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt en prenant exemple sur ce qui s'était passé à Cherbourg historiquement, qu'on réfléchit sur Panly. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de tirer conséquence et pour ici et pour Panly et éviter ce genre d'erreur. Mais justement, l'idée, c'est de répondre à un besoin, mais pas simplement de se contenter de répondre aux besoins à un moment donné. L'exemple type, c'est que sur les 11 000 en pic, il y en a une partie qui sont des gens qui ne resteront pas, donc qui ont besoin de petits logements pour la construction de l'EPR. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, est-ce qu'on fait du modulable, etc. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'en sortir et qu'on n'arrive pas, on n'a pas de structure qui arrive à équilibrer la gestion d'un modulable pur. Donc là, on est plutôt parti sur des réflexions avec, je regarde Cédric, avec du logement transformable, c'est-à-dire du petit logement sur des plateaux techniques qui sont faciles à changer et à transformer en logement social familial à terme en fonction des besoins. Ok, donc ça veut dire que la dimension elle est quand même spécifique du territoire, c'est qu'on arrive quand même à se retrouver, à pouvoir échanger et à co-construire déjà, puisqu'on voit bien que ça commence et tant mieux, et je m'en félicite. Donc Ralph, tu avais... Moi, je pense qu'il faut un peu qu'on prolonge la discussion qui a été portée par le sénateur et par le maire, à l'initiative d'ailleurs de Jean-Marc Fournier, c'est-à-dire on parle des outils à venir, et moi j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur les outils qui sont déjà en place. D'abord, il y a eu 1100 il y a eu 1100 logements d'autorisés par la ville de Cherbourg depuis 2020. Ce qui est important, quoi. Il y a eu 1100 logements. Ça veut dire que c'est bien parce que ça fait presque 1h30 qu'on est ensemble et personne n'a parlé de crise du logement. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans une démarche où on regarde plutôt devant que derrière. Mais il y a quand même des éléments de crise du logement qui touchent également Cherbourg. Et ce n'est pas une crise de l'amont, c'est-à-dire les attributions d'urbanisme pour construire, c'est une crise de l'aval. Mais ça, c'est un élément d'échange qu'on pourra continuer d'avoir, parce que c'est important, parce que quand il y a une crise, évidemment, il faut essayer de la diagnostiquer. Quand je dis qu'il y a eu 1100 logements d'autorisés à construire, ça veut dire que il peut y avoir des refus parfois, mais on regarde pourquoi il y a des refus. Mais la question, elle est, les difficultés sont ailleurs et les professionnels qui sont dans cette salle sont capables effectivement d'expliquer pourquoi il y a une crise du logement. Mais les outils dont il a été question, la société publique locale d'aménagement
ou ce que disait Benoît à l'instant sur le fait qu'avec un préfet préfigurateur, il puisse y avoir un outil et qui tire un peu les conclusions de ce qui n'a pas pu fonctionner toujours autre part. C'est des outils à l'échelle, effectivement, à l'échelle du département presque, ou du Cotentin. Quels sont les outils dont on dispose déjà aujourd'hui et qu'on met en application? D'abord, il y a celui de l'urbanisme négocié. Cette question des chartes, la charte que vous avez là, que vous pouvez prendre, puisque un certain nombre d'exemplaires ont été mis, en fait, les chartes, il a continué de s'en faire beaucoup dans les collectivités. La première, c'était Fontenay-sous-Bois. C'était une charte promoteur, c'était juste dans les années 2009-2010. Et depuis une quinzaine d'années, il y a tout un tas de chartes. Les chartes, ça s'appelle de l'urbanisme négocié. Et même s'il y a eu des arrêtés, comme celui de Bois-Guillaume à Rouen, pour bien dire quelle était la place des chartes, non pas des documents qui sont opposables, mais des documents de négociation, la place des chartes, on va en reparler dans la journée, elle est importante. Parce que les chartes, c'est vraiment de la co-construction, c'est de l'urbanisme négocié. La charte, en fait, elle est là par rapport à l'initiative privée pour qu'effectivement puisse y avoir des démarches partagées sur la façon dont l'initiative privée discute à travers un foncier qu'elle acquiert et à travers une collectivité qui est là pour délivrer des autorisations et faire un travail collectif, un travail projet. Ce travail projet n'est pas toujours bien vu, parce qu'un certain nombre d'acteurs vont dire « vous nous faites perdre du temps ». Moi, je veux bien qu'on regarde la réalité, on ne fait pas perdre de temps. À Cherbourg-en-Cotentin, en tant que maire qui délivre les autorisations, maire adjoint, j'ai délivré une autorisation pour 90 logements après plus d'1 an et demi de travail. Et à la fin, on disait, mais c'est trop long, c'est trop long. Et on a fait des alertes par rapport à ça pour dire la densité va être trop importante. Mais vous ne vous rendez pas compte? Ben oui, mais sauf que ça fait 2 ans que le projet est à l'arrêt parce que les riverains ne sont pas d'accord et qu'il y a une démarche juridique. Donc, tout le travail qui n'est pas fait en amont, en mode projet, on le retrouve en aval dans des, comment dire, dans des longueurs juridiques que tous les maires connaissent, puisque la question du maire bâtisseur, elle est posée, parce que les maires bâtisseurs savent que la moitié, au moins, mais même plus maintenant, des permis de construire, sont attaqués sur un plan juridique. Donc déjà, cet urbanisme négocié, il faut bien le regarder dans toutes ses facettes. Ce n'est pas une perte de temps, c'est au contraire une capacité d'acceptation et de venir s'inscrire dans le tissu qui est celui de la ville. Deuxième outil très important, et là c'est l'agglomération du Cotentin qui doit être la porteuse, c'est l'outil foncier. Il faut un potentiel foncier. Et donc, Nordine Bousselmam, qui sera là cet après-midi, l'expliquera, le fait que l'agglomération se soit dotée d'une délibération cadre pour acquérir du foncier, c'est stratégique. Parce que, comme l'a dit Jean-Marc Fournier et le maire, le marché est puissant, c'est-à-dire qu'effectivement, le marché de l'immobilier est un marché extrêmement puissant dans lequel les enjeux sont très importants. Et la spéculation foncière, vous allez peut-être pouvoir l'encadrer, mais je rappelle que quand le CNR Logement a essayé de proposer des éléments d'encadrement du foncier, ils n'ont pas été retenus par le législateur au niveau national. Donc on est toujours dans une démarche de spéculation foncière importante et que s'il n'y a pas des fonciers qui sont traités différemment, on ne va pas y arriver. Et ça, c'est valable pour toutes les collectivités du Cotentin. Lorsque Gilbert Doucet, maire de Saint-Va, sera là cet après-midi, il expliquera sa démarche, c'est-à-dire qu'il faut du potentiel foncier. Donc, l'agglomération du Cotentin doit se doter d'un potentiel foncier pour faire du bail réel solidaire, pour faire d'autres opérations. Cet outil-là, il est en train d'être vu, mais il faut qu'il y ait un budget, un calendrier. Et le dernier outil, et j'en arrête là, c'est l'atelier d'urbanisme. L'atelier d'urbanisme est un outil qui permet à un moment donné de mettre en commun les différents partenaires qui font la ville et d'avoir une démarche quantitative, qualitative. Et l'atelier d'urbanisme, c'est un outil essentiel parce qu'il est pour le moment l'outil qui met le plus d'acteurs en présence pour aménager la ville, quoi. Merci Raph de ces précisions. Est-ce que M. Fournier, réaction sur ce qui vient d'être évoqué par Raph? Oui, je dirais... Donc il y a des choses qui sont absolument obligatoires. Le logement, l'école, la crèche, le médecin, ça c'est des choses de base. Mais pour se projeter dans le temps et pour en faire un territoire de vie et sur toute la vie, c'est-à-dire que les personnes s'installent, je dirais, définitivement ou pour la vie à Cherbourg, en fait, il faut aimer son territoire. Et aimer son territoire, c'est être impliqué dedans, dans les décisions, donc l'atelier d'urbanisme. C'est aussi le sport, la culture, des activités en fait qui font qu'on aura envie de rester là et que les enfants auront envie de rester là
parce que c'est essentiel, en fait, c'est donner du sens à sa vie. C'est pas seulement travailler, aller à l'école, aller chez le médecin, c'est aussi avoir des activités et être épanoui et aimer son territoire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en géographie l'espace vécu, en fait. Avoir un espace vécu où il y a un lien affectif avec le territoire. Et c'est là que les personnes vont s'impliquer pour des décisions d'aménagement et vont rester et s'y projeter toute leur vie et leurs enfants, etc. Merci, Didier. Merci. J'aurais deux petites questions et je vais surtout insister sur la première. Elle s'adresse en particulier à, je ne vais pas écorcher votre nom, à Monsieur Valour, qui est responsable des ressources humaines à Orano. C'est un petit peu, je reviens, je vais le dire de façon extrêmement simple, je ne suis pas du tout un spécialiste du logement, c'est un petit peu l'implication, je voudrais que vous précisiez un petit peu la question de l'implication aujourd'hui des entreprises, d'une grande entreprise comme la vôtre, sur la question du logement. Vous avez été précis, très précis, je trouve, sur la question des besoins que vous aviez, notamment les 600 demandes de logement par an, etc., les différentes catégories. Vous avez dit également que vous accompagniez vos salariés pour trouver le logement, mais j'aurais envie d'entendre, alors peut-être pas les opérations concrètes immédiates, parce qu'on voit bien qu'on est dans la France on dit de 2040, donc Cherbourg ou l'agglomération de 2040. Et je me posais la question de c'est quoi Orano 2040, un petit peu, hein, et quel est finalement, comment vous envisagez cette question du logement? C'est vrai qu'historiquement, si on prend un petit peu de recul, les entreprises étaient logeuses autrefois. Alors, elles ont été critiquées hein, là-dessus. Elles ont été le mot qui a été beaucoup utilisé, vous l'imaginez, c'est le mot paternalisme. On disait quoi en quelque sorte? On disait l'entrepreneur c'est pratique, il propose du logement à ses salariés. De cette façon-là, il les capte. Mais bon, encore une fois, on peut prendre du recul là-dessus et se poser cette question que peut faire une grande entreprise comme Orano, qui va modifier le paysage social dans les années à venir sur cette question du logement. Comment elle envisage, elle, de participer alors, bien sûr, il ne s'agit pas de choses concrètes. On a tous compris qu'il s'agit de travailler ensemble. Les agences d'urbanisme, etc., montrent que, et Benoît l'a insisté là-dessus, les acteurs doivent travailler collectivement. Mais voilà, c'est un petit peu... il y a l'entreprise paternaliste d'autrefois. On parle parfois aujourd'hui d'entreprise sociale, d'entreprise citoyenne. Et en fin de compte, si on réfléchit bien, c'est l'intérêt même des entreprises que l'accueil puisse se faire, puisque si son cœur de métier, c'est de produire, néanmoins, elle a besoin de ses salariés dans une relation qu'il faut envisager à l'avenir. Et on est peut-être un petit peu tôt pour avoir des réalisations concrètes immédiates, mais j'aimerais bien que vous précisiez au moins les questions que vous vous posez et les orientations qui sont réfléchies à l'heure actuelle sur cette question. Et ma deuxième question, je sais que le temps tourne, mais c'est la question du marché qui était évoquée par M. Fournier. On voit bien qu'il y a une tendance spéculative qui repose essentiellement sur les cœurs de ville. Et je me posais une question, mais elle est un petit peu large. Aujourd'hui, les principales aménités sont effectivement en cœur de ville. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir de façon un petit peu plus multipolaire, en quelque sorte, pour qu'il n'y ait pas une concentration uniquement en cœur de ville? J'ai changé en aparté, je vous passe le micro tout de suite avec Benoît. Effectivement, il y a, ce qui change aussi, c'est cette dimension paternaliste que tu évoquais. Mais aujourd'hui, il y a la dimension RSE qui a changé et qui n'apporte plus du tout la même on va dire, réflexion que peut avoir une entreprise en son sein, quoi. Oui, donc aujourd'hui, effectivement, et on a été propriétaire et on est encore propriétaire de nombreux logements en fait, sur Cherbourg. Ce qu'on voit, mais qui pourrait peut-être changer dans les 10 ou 20 ans, c'est que c'est quand même pas l'objet de nos entreprises et on n'est pas des spécialistes du logement. Il faut laisser ça, effectivement, à des spécialistes. Voilà, donc l'idée, c'est pas d'avoir des maisons Orano, des appartements Orano qu'on puisse mettre à disposition de nos salariés. Pour vous donner un exemple très très concret, on est encore propriétaire de plusieurs dizaines d'appartements sur Cherbourg. Hein, et finalement, il y a 80% de ces appartements qui ne sont pas utilisés par des salariés d'Orano. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que le but, effectivement, c'est plutôt d'aider, de participer à des programmes, d'aider nos salariés à se loger
et en les aidant à trouver un logement. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que quand un salarié arrive dans la région, on essaye de le mettre en contact avec des spécialistes du logement pour essayer effectivement de leur faciliter la vie. On leur donne des aides financières aussi pour trouver un logement. Et c'est plutôt l'orientation, effectivement, à mon avis, qu'on va prendre. Avec un point d'attention, c'est-à-dire qu'on a des belles perspectives dans les 2030, 2040. Il y aura beaucoup de salariés quand même qui seront là pour le grand chantier, mais qui n'ont pas vocation non plus à rester, à s'installer. Et on le voit, c'est la même chose sur Panly, ça va être la même chose sur de nombreux sites en France. Et il faudra aussi prendre cette dimension-là, je pense. Et c'est des salariés qui sont habitués de passer de chantier en chantier. Hein. Et on a embauché là une personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Nicolas Ferrand. Nicolas Ferrand qui va s'occuper effectivement de la construction des futures usines. Alors Nicolas Ferrand, c'était le responsable de Solidéo qui a géré effectivement toutes les infrastructures pour les JO. Voilà. Et donc vous imaginez bien que depuis des années, effectivement, il y a beaucoup de salariés et beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ces infrastructures. Et c'est des gens qui passent de projet en projet et qui finalement s'installent pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans sur un lieu, mais derrière, ils vont changer. Donc je pense qu'il va falloir prendre en compte effectivement aussi ça dans les projets d'aménagement et pas forcément avoir effectivement qu'une focale sur des logements, des villas, des appartements, parce que ce n'est pas ce que vont rechercher ces salariés. Voilà. Alors après les aides, pour revenir sur les aides, encore une fois, on est plutôt sur de l'aide directe à nos salariés. Alors après, on participe à Action Logement, hein, voilà, au travers de notre participation. Voilà, donc c'est ce qu'il faut qu'on recherche. Il faut qu'on apporte de la visibilité, je pense, au territoire. Et c'est surtout ça, pour qu'on puisse construire ensemble effectivement des projets. Voilà. Voilà, alors c'est pas très précis parce qu'encore une fois, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, moi, exactement combien on aura de salariés, quels seront les besoins de logement à horizon 2030, 2040, 2050. Il faut juste se dire que à horizon 2050, l'usine de La Hague, telle qu'on la connaît, continuera de fonctionner. Et il y aura encore une nouvelle usine qui va fonctionner. Donc voilà. Donc on aura au moins doublé la capacité de cette usine-là, et donc forcément doubler la capacité de logement, du besoin de logement sur la région, quoi. Et puis on n'est pas les seuls. Hein. Vous parliez de Naval, CMN, LM Wind, voilà. Donc. Merci. Benoît, un petit mot, et puis je vais conclure. Non, mais d'abord, merci aux uns et aux autres. Et je pense que il faudrait encore plus de temps, mais on touche là quand même la réalité des sujets qui vont être les nôtres. Alors il y a aussi des choses qui vont bien parce qu'on travaille déjà ensemble sur l'arrivée du conjoint, le travail du conjoint, les week-ends séduction, le lien avec nos écoles. Et je remercie aussi les services de le faire, puisque de plus en plus, la collectivité avec l'industriel, on s'occupe de l'arrivée du conjoint ou de la conjointe, du travail, des écoles, du logement, etc. Donc, on a peut-être encore une fois à mieux formaliser ça, mais il y a des choses déjà qui se passent. Bon, vous l'avez compris, moi je milite par rapport au défi incroyable, mais exaltant, qu'on doit relever ensemble, pour éviter qu'il devienne contre-productif et dangereux. C'est tout mon propos. Vous l'avez compris, moi je milite pour une approche globale et systémique. De façon assez forte, en tout cas, je l'espère que c'est comme ça que vous l'avez entendu. Et je pense que c'est le seul chemin pour réussir collectivement ce que l'on a à faire. Et puis il y a un autre point, c'est que pour y arriver, il faut aussi qu'on crée de la confiance entre nous, de la confiance, de l'entente, du compromis entre l'ensemble des acteurs, et qu'on sorte parfois de la conflictualité sur un certain nombre de sujets, parce qu'autrement on n'y arrivera pas non plus. Et encore une fois, qu'on soit en capacité, les uns et les autres, de se projeter à 30-35 ans, alors c'est pas si simple que ça, mais et d'intégrer aussi quelle sera la société de demain. Vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure, les jeunes ingénieurs que vous embauchez, leur plus beau jour de leur vie, c'est pas le jour où ils achètent une voiture. À mon époque, c'était le cas au début, ça a changé heureusement. Ils n'ont pas les mêmes attentes. On l'a vu hier à l'inauguration des Fourches. Ils veulent des salles de sport à proximité. Ils veulent des food trucks à côté. Ils veulent le bus pour aller déjeuner en ville s'ils ont envie d'aller déjeuner en ville. Mais c'est pas sûr, ça dépend de la journée.
etc. etc. Et donc les évolutions sociétales, on doit essayer de les appréhender pour créer demain, parce que ceux qui pensent qu'il suffit de faire un contournement, 2 grandes routes et 4 hectares de parking à l'usine, ce qui se fera jamais, ce qui ne peut pas, se trompent. Et c'est pour ça que le projet de Dunkerque, il est intéressant. Et il y a une autre ville que je voudrais citer avec laquelle on travaille, c'est le Creusot-Monceau, où il y a des investissements importants également, qui est une ville qui bénéficie, comme nous, d'une relance d'activité, notamment avec Framatome, avec qui on travaille, nous aussi, sur d'autres enjeux. Le Creusot, il a un autre intérêt, c'est que les usines sont encore plus dans la ville qu'à Cherbourg. À Cherbourg, les CMN, c'est dans la ville, la Naval Group, l'Arsenal, c'est dans la ville, il y en a d'autres, mais au Creusot, c'est encore pire, parce que quand vous sortez de la médiathèque ou de la bibliothèque du Creusot, juste en face, c'est Framatome, mais de l'autre côté du trottoir. Bon. Ils ont aussi un vrai dossier à mener. Il n'y a plus de foncier, il faut agrandir les usines. Donc là aussi, c'est développement sans voiture, donc mobilité, question de logement, etc., etc. Et puis un dernier mot, encore une fois, et je le dis pour mes collègues maires ici présents, il faut que ce qui nous arrive bénéficie à l'ensemble du Cotentin de façon raisonnée, partagée. C'est aussi pour ça qu'on a créé l'agglomération. Et c'est pour ça que dans mes fonctions de vice-président, on essaye de mettre de l'activité économique partout. Parce que, encore une fois, cette question logement, mobilité, qualité de vie, elle est essentielle si on veut attirer les gens demain. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Benoît. Messieurs, avant de vous remercier, je voulais simplement dire voilà, qu'on on constate, on remarque bien au travers de ces échanges de ce matin que la dimension changement de paradigme qui a été évoquée par Ralph tout à l'heure, et puis aussi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire Benoît, c'est ce concept, changement de concept, c'est-à-dire que de s'imaginer nous ici autour d'une table de ce que va être en 2030 ou 2040 ou en 2050 les envies, les besoins de nos futurs salariés, de nos futurs habitants, ou en tout cas de nos habitants aujourd'hui qui vont aussi changer au cours de ces 20 prochaines années, il ne faut surtout pas qu'on se trompe et qu'on ait encore des concepts de 1970, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Benoît. Non, ça n'est plus possible. Les envies, les besoins changent, évoluent, et il faut justement qu'on soit en capacité non seulement de pouvoir répondre à, on va dire, à l'actualité, au court terme, mais surtout à être en capacité de pouvoir se projeter au long terme, parce que les investissements sont longs. On l'évoquait tout à l'heure, entre les enquêtes publiques, les échanges avec les habitants, les échanges avec les entreprises, mais pour autant, il faut être en capacité, et c'est là un rôle pas facile, mais surtout, on le voit bien, et je conclurai par ça, que tout va être possible uniquement parce qu'on est capable de le faire ensemble, et pas chacun dans son coin, sinon on va se planter, voilà. Et c'est vraiment important, puisque c'est l'enjeu d'un territoire, de ses entreprises, de ses habitants, de l'accès à tous les services publics qui peuvent exister et graviter autour de ces bassins de vie. Donc effectivement, il ne faut pas qu'on se trompe. Monsieur Fournier, merci beaucoup d'être venu depuis Caen ce matin. Le train était à l'heure. Parfait. Monsieur Rigaudia, merci à vous d'avoir été présent aussi. Monsieur Valour, merci beaucoup. Benoît, merci. Et puis, c'est bien, il reste 10 minutes pour prendre une pause café avant d'enchaîner sur la table suivante. Et merci à vous d'avoir été présent et de votre participation.